Première civilisation, chapitre 2. Aujourd'hui, nous parlons de la première de toutes les civilisations, que ce sont les Sumériens. Les dates, c'est 3700 à 2000 avant Jésus-Christ, donc 17 siècles, c'est beaucoup, c'est long. Et il faut se souvenir que l'agriculture en Mésopotamie a commencé il y a 10 000 ans, 8000 avant Jésus-Christ, que donc ça leur a pris 4 millénaires d'agriculture pour développer une société aussi complexe et aussi durable qu'on peut appeler civilisation. Premier mot-clé, la basse Mésopotamie. On va le situer d'un point de vue géographique. On prend ici la carte de la Mésopotamie, la terre entre les deux fleuves. Sumer, c'est le pays. Les Sumériens, donc, vivaient au sud-est de la Mésopotamie. Une terre très fertile, fertilisée à chaque année par les inondations des fleuves, même si ces fleuves-là, on le verra tantôt, quelquefois, faisaient aussi des dégâts. D'accord ? C'est grâce à ce surplus alimentaire qu'ils sont devenus une société et, au fil du temps, une civilisation. Comme vous pouvez voir par la carte, il y avait plusieurs villes dans le pays de Sumer. Toutes ces villes-là n'étaient pas grandes, pas énormes, et elles avaient plus ou moins toutes la même structure. J'ai ici une image qui nous présente, qui nous donne une idée. Le temple, c'était au centre de la ville. Ces temples qui ont un nom particulier, qui s'appelle ziggurat, mais sans que vous le preniez en note, puis on en reparlera plus tard. Et le temple un peu à forme de pyramide, comme vous pouvez voir, qui nous démontre le rôle central de la religion. Chaque ville avait une divinité qui la protégeait, et donc tout tournait autour du temple. Puis il y avait le palais royal, puis il y avait un système de défense. On voit que les sédentaires ont toujours eu problème de guerre, donc il fallait se défendre. On voit le fleuve, l'Euphrate. On voit des canaux qui servent pour amener l'eau dans les champs, mais qui sont aussi des voies de communication, de navigation. On voit aussi les bateaux qu'ils avaient inventés. D'accord ? Et puis, il y a des endroits militaires, mais il n'y a pas énormément de maisons, parce que les paysans sont dispersés à la campagne. D'accord ? Le pays de Sumer. Sumer a été aussi pas seulement la première civilisation, mais aussi le premier pays. Et aujourd'hui, quand vous regardez une carte géographique, politique, vous voyez que la carte du monde ou la carte d'un continent, il y a plein de couleurs différentes. Et nous associons chaque couleur à un pays, à un État différent. Mais en origine, ce n'était pas comme ça, il n'y avait pas de frontières. La première population à se mettre ensemble et à constituer un pays, c'était les Sumériens. Je vous laisse répondre par intuition. Qu'est-ce qui a fait que plusieurs villes, parce qu'en origine c'était les villes, qu'est-ce qui a fait que plusieurs villes se sont mises ensemble pour constituer un pays? Quel est le facteur? Oui. À cause de la guerre. Parce que les peuples voisins, qui étaient nomades, semi-nomades, des peuplades qui plus ou moins commençaient à s'organiser, attaquaient ces gens-là, d'accord, qui étaient riches, qui avaient des réserves, des nourritures, qui avaient développé la métallurgie et tout. Alors que, comme le proverbe le dit, l'union fait la force. Pour mieux se protéger des attaques de leurs ennemis, pour gagner la guerre, ces villes-là ont mis ensemble leurs soldats, leurs armées. Et quand il y a une armée, il y a un chef qui doit prendre toutes les décisions. Dans l'histoire, on n'a jamais vu une armée qui soit démocratique. Les peu de fois qu'on l'a vu, ça a été une catastrophe. Les Russes ont essayé une fois, mais ça n'a pas marché. Donc, le chef de guerre, même quand la guerre finit, garde le
pouvoir sur plusieurs villes. Et voilà que ces villes confédérées deviennent un pays. Et une de ces villes-là, là où le chef réside, devient la capitale, la ville la plus importante. La première des capitales du pays de Sumer, c'était la ville de Ur, U-R, et ça ressemble à un cri pour faire peur à l'Halloween. Ur, facile à retenir. Question? Daniel? Ah, pas de question. Alors, le roi. Comment s'appelle un système politique où il y a un roi? Là, ça va? La monarchie. Une autre chose que les Sumériens ont inventée, c'est la monarchie. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de la monarchie. Oui, en histoire, on en parlera, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'école, c'est même ma matière qui veut vous éduquer aux valeurs démocratiques, à la participation. Cependant, la monarchie a été une grande progression d'un point de vue de l'organisation sociale, un grand progrès, d'accord, une grande invention. Pourquoi? Parce que la monarchie a réduit les guerres civiles. C'est-à-dire, quand le chef était le chef de guerre, mais il perdait le pouvoir parce qu'il mourait, ou parce qu'il était destitué, ou parce qu'il était malade, ou parce qu'il démissionnait, il en avait assez. D'accord? Le problème, c'était toujours de désigner un nouveau chef. Et souvent, la désignation du nouveau chef, ça se faisait par une guerre civile. D'accord? Les prétendants à ce rôle-là s'affrontaient avec leurs supporters, avec leurs guerriers, et donc c'était une guerre civile. Et une guerre civile, donc ça cause du trouble, une instabilité, ça fait mourir des gens, ça affaiblit beaucoup. Alors que les Sumériens ont mis en place un système de transmission du pouvoir par héritage. Le fils aîné du roi, ça sera lui, le nouveau roi, à la mort de son père. Il y a deux grands avantages de la monarchie. Le premier, c'est celui-là qu'on vient de dire. On a moins de troubles, plus de stabilité, parce qu'on sait tout de suite qui va être le nouveau chef. Et le deuxième, c'est que le fils du roi, dès qu'il est destiné à devenir roi, il reçoit une formation pour exercer son rôle. D'accord, il fait comme une sorte, entre guillemets, d'école. Il va avoir des tuteurs, des moniteurs, des maîtres qui vont le préparer pour ceci. Son père l'entraîne et lui donne des conseils. D'accord? Donc, ce sont les deux avantages. Un, qui ça évite des guerres civiles. Deuxième, que le futur roi est préparé à ce rôle-là. Évidemment, on le verra au cours de l'histoire, la monarchie a un grand inconvénient. L'inconvénient, c'est que le fils du roi n'a pas toujours la personnalité, la capacité naturelle d'exercer ce rôle-là. D'accord? Donc, dans la monarchie, s'il y a la bonne personne, la monarchie fonctionne bien, qui sait comment gouverner, comment s'imposer, comment exercer son autorité, d'accord? Comment administrer la justice. Quand il n'est pas capable, ça va être le trouble. Hein? On verra le pauvre roi, l'année prochaine, quand on parlera de la Révolution française, le pauvre Louis XVI se trouve à hériter un pouvoir absolu, lui qui avait une personnalité très fragile, qui se faisait laisser convaincre par le dernier qui lui parlait, par exemple. D'accord? Ceci, c'est un peu l'idée de la monarchie. Or, que le roi, nous savons, en origine, c'est le chef de guerre, c'est principalement le chef de guerre, mais évidemment, il garde le pouvoir de son territoire aussi en temps de paix, parce que l'ennemi pourrait revenir, et parce qu'il exerce une autorité pour organiser cette société. Le roi, évidemment, a besoin de plusieurs collaborateurs, des chefs, aujourd'hui on les appellerait les ministres, d'accord, qui lui sont soumis et qui l'aident dans l'administration. Au pays de Sumer, on peut voir qu'il y avait des chefs qui s'occupaient de la construction des temples. Et encore ici, nous démontre l'importance
de la religion, des chefs et des personnes vraiment chargées par les rois à construire, à entretenir les temples, donc à faire en sorte que les dieux soient contents, qu'ils les bénissent. Il y avait des chefs qui construisaient des canaux d'irrigation, tellement c'était important que l'eau arrive un peu partout. Et il y avait des chefs qui étaient en charge de la collecte des tribus, des taxes, d'accord? Parce que payer les guerriers, payer ceux qui construisent les temples, payer la construction d'irrigation, ça demandait énormément d'argent. Alors, il y avait des gens qui allaient voir les paysans et disaient 10% de ce que tu produis, nous le donne, parce que nous avons besoin pour tous les services que tu reçois. Question. Fatima. Les taxes avant, c'était qu'est-ce que les agriculteurs produisaient? Oui, une partie de leur production. Souvent, c'est une fraction de leur production calculée par ceci. Même en Nouvelle-France, ils devaient payer la dîme, et c'était un 17e en Nouvelle-France. Je te donne un exemple. Pendant la période française, on payait un 17e pour la dîme, que c'était pour l'église, mais c'était aussi pour tous les travaux publics. Oui. Parle fort, s'il te plaît. Alors, il y avait des chefs pour la construction des temples, des chefs pour l'irrigation et des chefs pour la collecte des impôts. Yaya. C'est quoi la religion que pratiquent les... Oui, on va en parler tantôt. C'est un des prochains mots-clés. Daniel, pourrais-tu fermer la porte, s'il te plaît? Noman. Je viens de le répéter, Noman. Et je le dis déjà 2 fois. Le cadastre de Dongui. Alors, Dongui est une ville du pays de Sumer. Cadastre, qu'est-ce que c'est, Cécilia? Parle fort. C'est comme une carte qui démontre tous les bâtiments de la ville. Une carte qui démontre les bâtiments de la ville. Qui a compris? Pas trop clair. Yaya. Ce que je voulais dire, c'est une carte qui représente la topographie. La topographie. Un terme des géomètres. Alors, le cadastre, c'est un registre public de toutes les propriétés dans une ville. D'accord? Donc, les Sumériens ont pris, toujours sur des tablettes d'argile, et ont fait des plans. Des plans des propriétés de la ville. Les terres, surtout. Pourquoi? Parce que chaque terre avait un propriétaire. Mais, comme ça arrive aujourd'hui, ça arrivait à cette époque-là, quelquefois il y avait quelque chose pas clair, et des chicanes. Ah, ici c'est à moi, non c'est à toi, non, oui, d'accord. Alors que, pour mieux s'organiser, ils ont fait le plan. Et avec leur écriture, sur le plan, ils ont écrit les noms des propriétaires de tous ces lots de terres-là. D'accord? Donc, le cadastre, c'est un registre des propriétés privées. C'est quelque chose qui existe dans toutes nos villes modernes. Les notaires consultent le cadastre quand ils font une transaction, un achat, une vente d'une propriété. Les fonctionnaires de la ville consultent le cadastre pour nous imposer la taxe foncière. D'accord? Et le cadastre le plus ancien que l'histoire connaît est celui-là des Dongui. Je vous invite plus tard à regarder dans votre manuel, il y a une photo du cadastre de Dongui. Et la religion, on va dire quelque chose. Une caractéristique de la religion des Sumériens, comme pratiquement toutes les religions de l'Antiquité, c'était le polythéisme. Théos, c'est un mot qui veut dire Dieu en grec, poly, ça veut dire plusieurs. Donc, c'est la religion des Sumériens était une religion qui adorait plusieurs divinités.
des dieux et des déesses. Ces dieux et ces déesses-là ressemblaient beaucoup aux humains. D'accord? Ils avaient un corps, ils existaient quelque part, ils se manifestaient par les astres. Ok? Évidemment, ils avaient des pouvoirs surnaturels que les êtres humains essayaient de convaincre à utiliser à faveur des peuples. Non? Donc, le roi est un représentant de Dieu. Dans le pays de Sumer, le roi est considéré comme un lien vivant entre les dieux et les hommes. Dans le pays de Sumer, comme plus tard à Babylone, plus tard comme chez les Égyptiens, comme chez les Grecs, les Romains, le pouvoir politique est toujours relié à la religion. Celui qui administre le pouvoir le fait parce que les dieux le veulent. Et on verra ça plus tard que dans certains pays, certaines civilisations, le chef est considéré lui-même une divinité, un dieu. D'accord? Donc, les dieux qui normalement envoient de bonnes choses aux hommes, la fertilité des champs par exemple, la chaleur, etc., quelquefois envoient aussi des catastrophes qui sont considérées comme des punitions. Et la chose que les Sumériens, que tous les Mésopotamiens qui sont là, à partir des Sumériens, craignent le plus, c'est le déluge. Le déluge est une pluie qui ne cesse pas, qui dure des jours, des semaines, des mois, d'accord, qui fait en sorte que les fleuves et les rivières sortent de leur cours et inondent. Ça arrivait tous les années, inonder les champs. Mais à certaines années, les inondations arrivaient jusqu'aux maisons, jusqu'à la ville, causant des dégâts et aussi des victimes. Donc le déluge, ces pluies surabondantes, excessives, c'était la chose qu'ils craignaient et qu'ils interprétaient comme une sorte de punition des divinités. La religion des Sumériens, c'est une religion qui se réfère beaucoup à l'astronomie. L'astronomie pour les autres est reliée à l'astrologie. D'accord, aujourd'hui, ce sont deux choses différentes. Mais pour les autres, observer le mouvement des astres, c'était interpréter la volonté des divinités. Et un type particulier des prêtres qui avait cette fonction d'observer les astres, interpréter la volonté des dieux, c'était les mages. Les mages, un type de prêtre, comme une sorte de devin qui devait dire aux gens le futur, la volonté des divinités. Question là-dessus. Une autre façon pour, par exemple, prévoir le futur, c'était de sacrifier des animaux et puis ouvrir, aller voir l'intestin, les entrailles, par le mouvement des entrailles, comprenez la volonté des divinités. C'était des devins. Tout est clair? Donc, les mages sont pour interpréter la volonté de Dieu. Oui. Le commerce et les transports. Puisque c'était une société riche, avec une très grande production agricole et artisanale, ça va de soi que le commerce était très développé. D'accord? Et les transports. Évidemment, si on fait du commerce, il faut transporter les marchandises. Les Sumériens ont développé deux moyens pour transporter la marchandise. Le premier, c'est sur l'eau. La plupart des marchandises seront transportées d'abord sur certaines sortes de radeaux, d'accord, qui utilisaient les fleuves, le Tigre, l'Euphrate, mais aussi les canaux d'irrigation. On l'a vu dans l'image tantôt. Mais plus tard, ils ont développé aussi certaines barques, d'accord, aussi avec des rames, avec
un début des voiliers. Mais un autre outil de transport sur terre qu'ils ont développé, c'est le chariot et la roue. Dans la ville de Ur, on a trouvé cette image. D'accord, il y a une tablette sculptée, pas sculptée avec de l'écriture, mais par des images, où, entre autres, on voit ce dessin. Ce document, source figurée, d'accord, est très important, ça date de 3000 avant Jésus-Christ, et il nous prouve qu'à cette époque-là, ils avaient déjà inventé la roue et le chariot, et qu'ils utilisaient la force des chevaux pour le tirer. D'accord, hein? Et comme vous voyez, on voit aussi comment ils étaient habillés, les Sumériens, comment ils couvraient leur tête, quel type d'outils ils avaient, les sacs qu'ils avaient, et la roue, comment ils avaient fabriqué la roue. D'accord, en 3000 avant Jésus-Christ, on a la preuve qu'ils avaient la roue. Est-ce qu'ils l'avaient avant, quelques siècles avant? Probablement. Ceci est la preuve qu'ils avaient développé cette technologie. Évidemment, ils devaient transporter de la marchandise. Donc, le commerce des Sumériens était intérieur, à l'intérieur du pays, entre les villes, et extérieur. Intérieur, c'était surtout des denrées alimentaires et quelques outils artisanaux. D'accord? Les villes s'échangeaient entre elles leurs produits. D'accord? Par contre, le commerce extérieur, avec qui ils pouvaient faire du commerce? Quel était un pays, une civilisation contemporaine à ces dates-là? Les Égyptiens. D'accord? Au fil du temps, ils développent un commerce avec les Égyptiens. Le commerce des Égyptiens n'était pas une libre initiative des marchands, mais c'était le roi et ses fonctionnaires qui le faisaient directement. D'accord? C'était une affaire d'État, on pourrait dire. Et il était limité à des objets de luxe. Non, il ne faisait pas vraiment des échanges alimentaires avec l'Égypte. C'était vraiment des objets dont les artisans égyptiens étaient très renommés depuis leur origine. Des statues, des bijoux, des offrandes, des résines, des parfums, de l'encens, d'accord, des huiles parfumées, tout ce que les Égyptiens produisaient et ils étaient reconnus. Le commerce, évidemment, beaucoup de commerce a fait développer, a comme effet la comptabilité. Il faut s'en souvenir qu'à qui on a donné, de qui on a reçu, quels sont les débits, les crédits qu'on a. Donc la comptabilité. Et comme nous le savons, c'est de la comptabilité qui vient l'écriture. Oui, le système numérique aussi, mais tout l'écriture. D'accord? L'écriture qui est une évolution de la comptabilité. Une autre chose à dire sur le commerce, et c'est vrai pour les Sumériens, comme ça sera vrai jusqu'au XXe siècle, XIXe siècle, c'est que le commerce n'est pas seulement un échange des marchandises, mais c'est aussi un échange d'idées, de savoirs et de technologies. Les gens à l'époque, ce sont les marchands qui vont d'une ville à l'autre. Et quand ils vont d'une ville à l'autre, ils transmettent les nouvelles, ils transmettent les informations, ils montrent les nouvelles technologies. Donc ceci favorise encore plus le développement et le progrès d'un pays, les échanges. Le commerce, c'est aussi un échange des informations et des technologies. À l'époque, il n'y avait pas les livres, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'Internet. Oui, il y avait l'écriture, mais ce n'était pas des lettres, il n'y avait pas les journaux. Tous les systèmes qu'aujourd'hui nous avons pour nous échanger des informations n'existaient pas. Les informations étaient, on peut dire, amenées par les marchands. Donc, plus de commerce, plus d'informations. Question?
L'écriture. Comme vous le savez déjà, l'écriture que les Sumériens ont inventée s'appelle écriture cunéiforme. Ils écrivaient sur des tablettes d'argile et quand celle-ci était encore molle, on utilisait un pinceau avec une gravure ici d'un triangle et il enfonçait le triangle dans la tablette, faisant toutes ces marques-là. Ceux qui ont étudié cette écriture-là, d'accord, étaient des savants, des gens qui connaissaient le latin, et triangle en latin c'est cuneus, d'où ça vient le terme cunéiforme, l'écriture cunéiforme. Okay? Et donc, voici de quoi ça avait l'air une tablette des Sumériens. On peut dire des triangles où il ressemble aussi un peu à des clous. D'accord? Donc, des clous. Donc, nous savons que plus tard, cette écriture-là va se répandre dans tous les Moyen-Orient. Les Babyloniens et les Assyriens utiliseront le même type d'écriture, juste un peu plus évolué. Et d'autres pays le font évoluer dans d'autres types d'écriture alphabétiques. D'accord? Mais il faut savoir une chose, il ne faut pas penser qu'il y avait comme une sorte d'école qui apprenait à tous les enfants à lire et à écrire. Moi, je dirais, c'est un pourcentage indicatif. Moi, je dirais que seulement 1% de la population était capable d'écrire. C'est vraiment des professionnels, des gens qui s'est préparés à avoir cette tâche-là. Comment ils s'appellent les professionnels de l'écriture? Oui. Non, les scribes. Les scribes. D'accord, les scribes. C'était des gens qui, depuis leurs enfants, étaient destinés à ce type de travail. Mais ce n'est pas plus de 1% de la population. Peut-être que 3-4% des gens étaient capables de lire. Parce que lire, c'est plus facile qu'écrire. Aujourd'hui, nous, on met ensemble les deux choses parce que dès notre primaire, dès qu'on a commencé à reconnaître les lettres, on nous a mis dans la main un crayon et tu répètes le A, le B, le B, le C, d'accord? Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Les scribes savaient écrire et un peu plus savaient lire. D'accord, que c'était un professionnel. Donc, le scribe, c'est un travail prestigieux, un travail bien réputé, qui est une petite portion de la population importante aussi. Le plus grand avantage de l'écriture, c'est que ça donne beaucoup plus d'organisation sociale. Quand on a l'écriture, on est beaucoup plus organisé. Dans les contrats, dans les achats et les ventes, l'administration de la propriété privée, l'administration des taxes. Et plus tard, nous savons, Hammurabi utilisera l'écriture pour la loi. Imaginez seulement une chose, imaginez comment ça serait difficile de l'organisation à l'école s'il n'y avait rien d'écrit. Alors, juste s'en souvenir que du calendrier scolaire, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est quel jour aujourd'hui? C'est à la première, à la troisième période. Qu'est-ce que je dois faire pour demain? Quel devoir? Imaginez s'il n'y avait rien d'écrit. D'accord? Un devoir oral, je ne sais pas. D'accord? Et ce serait extrêmement difficile. Regardez jusqu'à nos jours sur vos livres, sur vos pupitres, combien de livres, combien de choses que vous écrivez dans notre matière aussi. Voyez comment ça serait le monde sans écriture. Aux autres, ils avaient une utilisation très limitée par rapport à notre de l'écriture. Pourtant, ça leur donnait une plus grande organisation sociale. Et l'écriture fait augmenter aussi les échanges culturels et aussi commerciaux. D'accord? Parce que souvent, beaucoup, vous savez, toutes ces tablettes, aujourd'hui on en a trouvé énormément, on en les trouve encore. Il y en a qu'on explore chaque jour de ces tablettes de l'écriture cunéiforme des Sumériens. La plupart étaient des contrats commerciaux. D'accord? Vous connaissez, dans le commerce, il y a un proverbe qui explique comment les choses fonctionnent. Les bons comptes font les bons amis. Et si c'est écrit, c'est encore plus facile à respecter les bons comptes.
Les bons comptes font les bons amis. Donc, si on écrit, un contrat écrit, c'est plus facile à respecter. Oui. C'est quoi l'avantage de l'écriture? Une organisation sociale plus puissante. Je n'ai pas le temps pour les questions, vous allez me les poser après. Dernier mot-clé, la littérature. L'écriture permet de mettre à l'écrit la tradition orale. Et oui, parce que les gens se sont toujours transmis des informations, ils se sont toujours raconté leurs histoires, leurs événements importants. Et pendant plusieurs générations, cette transmission-là, ça se faisait à l'oral. Ça s'appelle la tradition orale. Il y avait eu, par exemple, un grand roi qui s'appelait Gilgamesh, qui avait gagné la guerre. Et les gens se racontent, une génération après l'autre, ces événements. La tradition orale a toujours tendance à rajouter, à transformer en mythe, en légende. D'accord? Et avec l'écriture, on l'a mise à l'écrit. Donc, les éléments les plus anciens de cette littérature, un thème parmi les plus anciens, c'est l'épopée de Gilgamesh. C'est quoi? Gilgamesh, c'est un roi qui a fait des choses vraiment héroïques. Un super-homme aujourd'hui, un petit peu de Superman. D'accord? Celui qui a sauvé la nation de la destruction totale. Il s'est trouvé face à des terribles ennemis qu'il allait perdre, mais à la fin gagne. Hein? C'est toujours la même structure. C'était à 3000 avant Jésus-Christ. Les bandes dessinées que vous voyez à la télé ont la même structure, non? Il y a toujours les bons contre les méchants, d'accord? Mais le bon vit plein de difficultés. Quand il est sur le point de tomber, il a essayé de lever, il gagne à la fin. C'était la même structure. C'était le super-homme. Un ancien roi, il y a toujours, dans les légendes, il y a toujours quelque chose d'événement réel. L'ancien roi, devenu mythique par la tradition orale, et puis, et puis mis à la littérature. Mais un autre élément de la littérature, c'est le déluge. D'accord? On raconte notre conte que déjà en Mésopotamie on a, c'est qu'à un moment donné, les dieux ne sont pas contents de comment les hommes agissent, et alors ils décident de tout exterminer, de tout les noyer par une pluie sans cesse, qui est un déluge. Tous, sauf un petit groupe, un homme, lui et sa famille, à qui on dit de faire un grand bateau, d'accord, et prendre une couple de tous les animaux, seront les survivants par lesquels on retournera à peupler la terre. Vous avez reconnu tous l'histoire de Noé, d'accord? Mais l'histoire de Noé telle que nous la connaissons, ça vient de la Bible, d'un livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Et le Coran le reprend aussi, d'accord? C'est un des contes, disons, vraiment... et puis on raconte aux enfants parce qu'il y a des animaux, etc., très beaux contes, etc. Mais la version que nous connaissons, c'est une version, je pourrais dire, désormais c'est clair, tardive, que l'élaborateur du texte biblique a pris un conte qui existait et l'a adapté au message d'un seul Dieu, d'accord, d'une nouvelle alliance, l'a mis dans le contexte de son peuple, de son dimension religieuse. Mais avant l'auteur biblique de la Genèse, ce conte-là existait déjà dans les pays du Moyen-Orient. Et ça venait plus directement de la Mésopotamie. Et ça nous montre une expérience de ce peuple-là. C'est l'expérience des inondations. L'inondation souvent a été une bénédiction parce que ça arrosait irriguait les champs, ça fertilisait les champs. Mais certaines fois, certaines années, les inondations étaient excessives et ça causait des dégâts et des victimes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui.